Bien, bonjour à tous, bienvenue donc pour ce retour d'expérience. Nous partons donc à Saint-Nazaire où nous allons découvrir des réhabilitations ambitieuses. Pour cela, nous avons le grand plaisir donc d'accueillir Monsieur Jean Housset, le directeur de la valorisation du patrimoine de Silène. Nous remercions également Monsieur Damien Caxa, l'expert en rue, donc qui a préparé cette session. Donc Monsieur Housset, vous avez choisi de nous présenter une très belle réalisation, les trois agents. Donc je vais vous passer la parole dans quelques secondes après avoir expliqué quelques modalités pratiques. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire dans le fil de discussion. Vous avez le chat juste en bas de l'écran ou sinon en demandant la main donc au terme de la présentation. Et je vous demanderai également pendant la présentation de bien vouloir fermer micro et caméra. Merci beaucoup, Monsieur Housset, c'est à vous. Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Nazaire. Donc, je suis Jean Housset, le directeur du patrimoine de Silène. Très rapidement, Silène, c'est l'Office public de l'habitat de la région nazérienne. La région nazérienne, à l'embouchure de la Loire. Vous voyez sur cette première photo, vous distinguez, vous apercevez, vous imaginez un petit peu l'estuaire de la Loire en haut à gauche de la photo et l'océan. Silène, c'est à peu près 10 000 logements. 10 000 logements qui sont décomposés en trois types de bâtiments qui sont très liés à l'histoire de la ville de Saint-Nazaire. Vous savez, Saint-Nazaire est une ville assez récente et qui en plus a été entièrement détruite ou quasiment entièrement détruite lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui fait que son patrimoine est assez homogène. On a coutume de dire que pour Silène, il y a trois types de bâtiments. Le bâtiment de la période de la reconstruction. La reconstruction pour Saint-Nazaire, c'est les années 50-60. C'est pas immédiatement après la guerre. La deuxième partie, qui compte à peu près 3000 logements, c'est la période qu'on appelle la période des grands ensembles. Alors, les grands ensembles, à l'échelle de Saint-Nazaire, c'est 3000 logements qui sont en grande majorité représentés sur la photo que vous avez sous les yeux. Ce grand quartier dont on distingue des tours, des plots et des bars, c'est le quartier de la Chênaie, de la Bouletterie, le quartier ville-ouest de Saint-Nazaire, qui, avant le programme en rue qui s'est déroulé il y a une dizaine d'années maintenant, se composait de 2000 logements locatifs sociaux, sans aucune autre variété d'habitat, ni de commerce, ni de quoi que ce soit. Donc sur ce grand quartier de 2000 logements, Silène a eu plusieurs types d'interventions. Il y a eu la démolition de tours, comme on peut le voir sur la photo précédente, les grandes tours sur l'image précédente, Madame Delmotte, merci. On voit des grandes tours sur la droite qui faisaient 15 étages et qui ont été démolies, qui maintenant font place à des bâtiments tertiaires, par exemple. Et puis, Silène a, sur les bâtiments restants, essayé d'avoir une approche bâtiment par bâtiment, considérant que chaque bâtiment finalement était un micro-quartier avec ses avantages et ses défauts. La rue qui est en biais sur cette image, c'est la rue des Ajoncs. Et vous voyez donc trois tours, une en haut de on va dire plus à gauche de la photo, le 1 Ajon, le 3 Ajon qui nous intéresse au milieu, et le 5 Ajon, on va dire en bas de la photo, en bas à droite. Sur cette tour du 5 Ajon, on a eu une approche très particulière avec l'agence très connue, j'allais dire nazérienne, mais parisienne, excusez-moi, Lacaton et Vassal, avec laquelle on avait déjà travaillé pour des constructions neuves un peu expérimentales sur notre territoire. Donc la tour du 3 Ajon que vous voyez ici, sur l'image suivante, vous voyez la tour avant et après. Donc, ça a été pour Silène une opération très ambitieuse, un peu douloureuse aussi, parce qu'expérimentale et donc avec beaucoup de nœuds, notamment techniques, à résoudre avec les concepteurs et beaucoup de monde, mais une opération dont on est très fier et qui, c'est bien le principal, satisfait beaucoup les 80 habitants qui habitent là maintenant, enfin les 80 logements, puisque la tour que vous voyez initiale en haut était une tour de 40 logements. Et maintenant, sur le même foncier, on va dire, sur le même périmètre à peu près, il y a 80 logements. On peut passer au plan suivant qui met en évidence à quoi ressemblaient les appartements avant réhabilitation. Donc là, tout est très classique, 10 étages, 4 logements par palier, 40 logements au total.
des logements comme on le faisait beaucoup dans les années 70, hein, des logements avec beaucoup de qualité, pluriorientation, quand même des espaces extérieurs. Tout le monde sait que les logements de cette époque-là avaient des qualités, mais il y avait aussi des défauts, notamment, on le voit un petit peu sur l'image, des séjours qui faisaient la même taille, qu'on soit dans un T3, un T4 ou un T5. Et puis surtout, des salles de bain toutes petites, noires, comme on dit, sans éclairage naturel, sans aération particulière. Également des petites fenêtres un peu partout, alors que Saint-Nazaire, et quand on est au 10e étage, ou en tout cas dès qu'on est au 5e étage de cette tour, on voit la mer, on voit l'océan, donc, et on n'a pas de problème d'intimité. Des espaces communs aussi, on va dire limités, hein, avec 4 logements par palier, et puis surtout bien sûr une tour dotée d'un ascenseur, mais l'ascenseur accessible après une volée de 12 ou 13 marches. Donc finalement, des logements non accessibles. Si on passe au diagramme suivant, on voit un peu la logique qu'on a poursuivie avec l'équipe d'architectes. Le point de départ, c'était de se dire finalement, ce qui pêche le plus, sans doute, c'est cette salle de bain bleue que vous apercevez sur l'écran, qui est toute petite et vraiment plus du tout au goût du jour. Donc cette salle de bain, il faut la déplacer. Déplaçons-la, ou dans le logement, finalement dans une chambre. La chambre 1. Et j'aperçois quelqu'un, mais c'est peut-être normal. Cette chambre 1, donc il faudra la reconstituer. On la reconstituera dans une extension. Deuxième élément, c'est de se dire, finalement, c'est un peu la signature aussi de l'agence Lacaton et Vassal, c'est la création d'un jardin d'hiver tout autour du logement. Un jardin d'hiver plus un balcon tout autour du logement. C'est symbolisé ici par la bande vert, les 2 bandes vertes que vous voyez en bas de l'image. Donc un grand jardin d'hiver qui n'est pas complètement imperméable à l'eau et à l'air, qui est fermé par des volets polycarbonate coulissant, qui n'est pas une surface chauffée, et puis un balcon très classique qui vient lui aussi en juxtaposition, en juxtaposition de ce dispositif. Donc ça, ce sont les grandes interventions pour un logement. Si on passe à l'image suivante, on voit le principe des jardins d'hiver qui ont été créés, qui ont été également créés avec cette agence, qui sont maintenant souvent créés sur des opérations neuves également. Hein. Le principe du balcon, c'est très simple, hein, il fait brise-soleil l'été pour le confort d'été, et puis l'hiver, quand le soleil est plus bas, finalement le balcon ne fait plus office de brise-soleil, et c'est tant mieux. Et le jardin d'hiver, lui, c'est finalement le principe des vérandas de nos grands-mères. Hein. Il fait effet de serre et il permet de chauffer de manière naturelle en partie le logement. Ces principes d'intervention sur les logements, ils ont été finalement dupliqués sur les 10 niveaux et sur les 4 étages, et sur les 4 logements du palier. Donc finalement, sur ce petit schéma, vous voyez à gauche le plan de niveau initial, à droite, le plan final avec cette espèce de double pot rouge qu'on est venu créer tout autour du bâtiment. Finalement, c'est presque de l'isolation par l'extérieur, mais au lieu qu'elle soit de l'isolation par l'extérieur de 15 cm, c'est de l'isolation par l'extérieur d'une lame d'air qui est un jardin d'hiver. Donc voilà la principale intervention qui a été faite sur le bâtiment. Ces extensions avec les jardins d'hiver ont également permis de venir rajouter en bout des jardins d'hiver la fameuse chambre qui manquait. Voilà. L'intervention principale, l'intervention de réhabilitation. Un autre axe fort de cette réhabilitation, c'est de se dire, sur les fonciers, ces fonciers des grands ensembles, finalement, on a beaucoup d'espaces, on a des espaces résiduels, le petit coin de pelouse entre le parking et l'entrée qui finalement n'est ni un terrain de basket, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on ne peut pas en profiter pour densifier un peu?
Et finalement, l'idée suivante, le deuxième volet du projet, ça a été de se dire, rajoutons des logements sur ce foncier inutilisé de part et d'autre de la tour. Ce sont les excroissances bleu clair que vous voyez sur le plan qui est ici. Finalement, donc, d'une tour de 40 étages, de 40 logements, 10 étages, on arrive à la tour initiale de 40 logements, plus 2 extensions, 2 tours jumelles de part et d'autre de la tour initiale de 20 et 20 logements, 2 par niveau. Bien sûr, on peut passer à l'image suivante. Voici les schémas précédents, c'était des schémas de principe, et voici le plan à peu près as-built, comme on dit, tel que construit réellement de la tour finale, avec en bleu de part et d'autre les espèces d'ailes de libellules qui contiennent des T3 et des T2, qui eux aussi ont le dispositif de jardin d'hiver et de grands balcons. Et la tour initiale qu'on aperçoit, qu'on devine un peu au milieu de tout ça, finalement le cœur carré, avec ces 4 logements initiaux, enrubannés des extensions et des jardins d'hiver et des chambres de part et d'autre. On a ajouté plein de petits dispositifs qui nous semblaient importants à cette réhabilitation. C'est le fait de supprimer les 4 logements qu'il y avait également par palier. C'est-à-dire que finalement, on a profité des nouvelles cages d'escalier de part et d'autre pour desservir un des logements du palier par une des nouvelles cages. Ça permet d'avoir moins d'habitants, moins d'entrées par palier, et donc d'avoir une répartition un peu plus neutre, un peu moins dense des 3 cages d'escalier. On a bien sûr ajouté des ascenseurs dans les 2 bâtiments neufs. On va passer, je pense, à l'image suivante qui montre surtout le point essentiel, sans doute, du projet, qui est la surface des logements. Donc, il y a un petit tableau un peu synthétique qui rappelle les surfaces initiales. Donc, vous avez les surfaces en rouge des logements existants qui étaient constitués de T3, T4, éventuellement T5, qui avaient des surfaces classiques qu'on connaît tous, le T3 aux alentours de 65 mètres carrés à l'époque, le T4 un peu plus grand aujourd'hui, et pour les logements anciens et pour les logements neufs, on propose des logements extrêmement plus grands, puisqu'on se retrouve avec des T3, des T4, etc., comme vous le voyez ici, avec des surfaces jardins d'hiver et balcons inclus qui sont très, très supérieurs à ce qu'on a l'habitude de proposer. C'est quand même le point principal la qualité principale des logements qui sont proposés ici, de la surface en plus. L'idée de base qui sous-tend tout ce projet, c'est avec des matériaux industriels, métalliques, une structure poteau-poutre métallique et assez industrialisée, comment peut-on construire, on va dire, à moins cher, et comment l'économie qu'on fait sur le coût de la construction, on peut la transformer et la redonner aux habitants. L'idée, c'est effectivement de créer au maximum de la surface en plus. Surface pour les logements, surface pour les extensions, surface pour les balcons. Quelques petites images qui ne sont pas forcément très vendeuses, mais on voit ici la transformation de la salle de bain qui était quand même ridiculement petite, à gauche avec la nouvelle salle de bain, et à droite, peut-être un peu plus parlante, l'ancien séjour qui donnait finalement avec une petite baie vitrée, qui donne maintenant avec une grande baie vitrée sur un grand jardin d'hiver qui donne lui-même sur un balcon. Quelques images du chantier, un chantier qui était très spectaculaire. On voit quand même en haut à gauche une image de synthèse, mais qui est très proche de la réalité, de l'ambiance qu'on peut avoir quand on est dans ces jardins d'hiver, aujourd'hui tous occupés, bien sûr, avec des vues imprenables et surtout une qualité de surface et d'orientation inégalée à Saint-Nazaire, en tout cas.
Pour les techniciens, des photos de chantier, hein. Le chantier s'est déroulé en plusieurs étapes, hein, et a été difficile à mener pour différentes raisons, mais il a été aussi très spectaculaire puisque la tour initiale s'est vue greffée de structures métalliques qui montaient petit à petit en proposant à la fois ces jardins d'hiver et puis ces extensions de logement. Voilà, Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Housset, pour cette présentation. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, soit à les poser donc dans le fil de discussion, à le chat, soit à lever la main. Et bien sûr, je vous passerai la parole. Alors, qui se lance? Alors moi, j'ai peut-être une première question. Vous avez parlé de logements bien sûr accessibles pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pourriez voilà peut-être rapidement nous présenter les aménagements qui ont pu être mis en place? Et j'imagine que le fait, par exemple, d'agrandir la salle de bain fait aussi partie des normes d'accessibilité. Alors, effectivement, en quelques diapositives, j'ai pas pu Bien sûr. montrer toutes les petites subtilités du projet, puisque c'est pas juste un grand projet, un grand geste architectural. On a fait, mais beaucoup de nos collègues le font aussi. On a évité on a contourné plutôt cette fameuse volée de marches d'escalier qu'il y avait au pied de l'ascenseur, en rabaissant l'ascenseur jusqu'au niveau des caves et en restructurant complètement les caves. Donc, on a permis à tous les locataires d'avoir un accès de plein pied à l'ascenseur. Et puis, on ne le voit pas très bien peut-être sur le plan masse ou sur le plan niveau, mais on imagine bien qu'avec de telles surfaces, et pour de tels logements, avec des logements en plus, si on peut revenir peut-être sur le plan qui montre le plan masse entier oui, je ne sais pas si vous pouvez bien voir les uns les autres à l'écran, c'est un plan très décloisonné pour ce qui concerne les logements neufs, et même plus décloisonné qu'avant pour ce qui concerne les logements existants. Et donc, effectivement, les normes d'accessibilité sont du coup toutes respectées. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Alors, Damien Caxa, vous pouvez, je vous en prie, si vous voulez bien activer caméra et micro. Oui. Alors, vous m'entendez? Très bien. Okay. Alors, je ne sais pas si je suis comme les autres participants, mais j'ai du mal à trouver le chat, par contre. Ah, alors il est juste en bas de l'écran. Oui, effectivement. Il faut cliquer, oui, il faut. Oui. La petite icône à droite. Voilà. Oui, je voulais remercier déjà Monsieur Housset pour cette présentation très, très intéressante. Je crois qu'on est vraiment sur une opération emblématique de ce qui a pu être réalisé en termes de requalification dans le PMRU. Et j'ai une question sur l'origine un peu de cette opération. Qu'est-ce qui a présidé au choix de traiter 7 immeubles en particulier avec une telle intervention en termes de requalification et d'extension, d'ajout de nouveaux logements? Est-ce que il y a eu des discussions au début? Est-ce que c'était plutôt une démolition ou une réhabilitation? Enfin voilà, est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier qui a fait que cet immeuble-là a été traité de manière un peu plus poussée que d'autres immeubles alentours? Et ce qui est aussi intéressant par rapport au débat récent qu'ont pu soulever notamment les architectes, Lacaton et Vassal, qui ont tendance un peu à opposer des démolitions avec des requalifications ambitieuses. Et là, on voit qu'à Saint-Nazaire, les deux ont été faits dans le même projet. Il y a certains bâtiments qui ont été démolis parce que, d'un point de vue urbain, d'un point de vue technique, etc., c'était nécessaire, et d'autres immeubles qui ont pu être conservés, mais avec une réhabilitation assez ambitieuse. Oui, effectivement, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais en préambule sur ce grand espace de 2000 et quelques logements. Finalement, le choix qui avait été fait, c'était de démolir les plus grandes tours. Les plus grandes tours, pourquoi? Parce qu'elles posaient vraiment des problèmes de gestion. Je ne sais plus combien il y avait de logements sur une tour, mais presque une centaine de logements à notre échelle, silénienne, nazérienne. C'était les tours qui posaient le plus de problèmes de gestion au quotidien. Et c'est les tours qui, effectivement, en les démolissant, permettaient de laisser une place libre pour un projet urbain avec de nombreux acteurs. Après, sur les bâtiments existants, les 1400 qui sont restés, finalement, comment on attaque effectivement le sujet?
L'idée de Silène a été de se dire on va finalement tronçonner ces 1400 logements en 18 projets de sites. On est rentré dans une démarche de 18 projets de sites avec à chaque fois le responsable de secteur comme pilote du projet pour son micro-quartier qui était en l'occurrence la tour du 3 rue des Agents. Donc on a vite distingué des bâtiments qui posaient des problèmes et d'autres qui en posaient peu. Et on s'est attaqué en priorité aux bâtiments les plus compliqués. Donc finalement, aux quatre coins de ce quartier, on a zoomé sur finalement 3 ou 4 résidences vraiment particulières qui à chaque fois nécessitent un traitement entre autres techniques différencié, parce que ce qui est vrai peut-être aux 3 rue des Agents n'aurait peut-être pas marché au… Ah, on ne vous entend plus. On a perdu Monsieur Housset. Oui, effectivement. Donc, nous avons perdu Monsieur Housset, notre intervenant. C'est dommage. Espérons que voilà que ce soit juste un temporaire. Voilà, absolument. C'est vraiment dommage. Monsieur Caxa, peut-être en attendant de retrouver Monsieur Housset. Donc, c'est vous qui avez préparé donc le sujet de cette conférence. C'est important pour vous vraiment de mettre à l'honneur ce qu'on a appelé des réhabilitations ambitieuses, et particulièrement dans cette ville, mais j'imagine dans bien d'autres également. Oui, c'est ça, effectivement. Comme je le disais, on a parfois trop tendance à opposer la démolition et la requalification. Alors que pour nous, voilà, les deux sont complémentaires. Et Monsieur Housset est revenu. Donc voilà, ce projet de Saint-Nazaire illustre bien ce qu'on disait. C'est-à-dire, voilà, parfois, certains immeubles qui nécessitent les démolitions pour des raisons techniques et urbaines, sociales, et d'autres, voilà, on peut faire des réhabilitations différenciées en fonction de l'état de l'immeuble, en fonction des ambitions qu'on a aussi en termes de peuplement. Donc je crois que ce projet de Saint-Nazaire l'illustre bien. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Housset, désolé, il y a eu un petit souci de connexion. Oui. Mais effectivement, j'ai entendu la fin de la discussion avec Monsieur Caxa. C'est effectivement une alternative à la démolition, mais il n'y a pas de solution miracle on pourrait déployer sur tout le territoire, en tout cas nazérien, quel que soit le contexte. Très bien. Nous avons une question de Madame Passot. Si vous voulez bien activer votre caméra et votre micro. Bonjour, Madame. Alors, votre micro, s'il vous plaît. Ou alors, parce qu'on vous entend. De loin. De loin, voilà. Ah. On ne vous entend pas, Madame, je suis désolée. Peut-être sans le casque. Alors, j'essaie de… Ah, alors… Est-ce que vous m'entendez cette fois ? Oui, ça y est, parfait. Excusez-moi, j'avais donc 3 questions, 2 relatifs aux aspects financiers. Déjà, la première question, c'était sur la question des quittances de loyer, parce que vu l'augmentation des surfaces, j'imagine l'intérêt pour les habitants, mais qu'est-ce que ça donne en termes de quittances et comment est-ce que vous arrivez à gérer cette question-là ? Ma deuxième question portait justement sur l'équilibre économique des extensions de 20 logements. Alors j'imagine que c'est pris dans la totalité, mais si vous pouvez nous en dire un peu plus sur le montage financier.
Et ma dernière question, qui est plus anecdotique, vous finissez par des images du chantier. J'imagine que c'est pas forcément un chantier avec les habitants. Comment vous avez géré ça? Voilà. Merci. Oui. C'était très intéressant en tout cas. Merci, madame. Ce qu'on peut retenir, en tout cas pour les deux premières questions qui ont des aspects de loyer financier, c'est qu'effectivement, dès qu'on est sur des opérations un peu hors normes comme celle-là, dès qu'on attaque quelque chose, on se heurte à un problème. Et finalement, effectivement, il était impossible d'avoir des loyers comme on les a habituellement, ou en neuf ou en réhabilitation, proportionnels à la surface, qu'elle soit corrigée ou habitable. Il a donc fallu tordre le cou et faire des sortes de remises commerciales, parce qu'il était, par exemple, pour les opérations neuves, bien évident qu'on ne pouvait pas appliquer des loyers qui aujourd'hui sont grosso modo à 6 euros, ou à l'époque étaient peut-être à 5 euros et quelques du mètre carré de surface habitable en plus, pour un logement qui fait 100 mètres carrés, alors que c'est qu'un T3 ou un T2. Donc ça a été effectivement pas évident de sortir un peu des règles habituelles. Et ça a été un peu la même chose pour le montage financier. Alors, on a eu deux montages financiers, finalement, un montage financier en réhabilitation et un montage financier de 40 logements neufs plus PLAI, comme on le faisait traditionnellement à cette époque-là. Sur le papier, tout devait fonctionner tout à fait correctement. Et l'idée de départ était bien de montrer que l'alternative à la démolition-reconstruction était très efficace financièrement. Et là, je rebondis sur la troisième question. Effectivement, j'ai montré des photos du chantier. Il a été difficile. On s'est heurté là aussi à beaucoup d'inconnus. Le chantier a été arrêté plusieurs fois pour des problèmes techniques qu'on n'avait jamais rencontrés, ni nous, ni le maître d'œuvre, ni le contrôleur technique. Donc de stabilité au feu, par exemple, de ces structures métalliques que vous voyez sur les images. Et puis, pour couronner le tout, on est tombé un peu dans la période où l'amiante était quelque chose de pas très maîtrisé encore, en tout cas chez nous. Et donc, le chantier a été très, très long. Il faut savoir qu'initialement, on prévoyait de faire ce chantier en site occupé. C'est vrai qu'après coup, ça n'aurait pas été possible du tout. C'était beaucoup trop ambitieux pour qu'on garde les gens dans les bâtiments. Et donc, finalement, on n'a pas pu aller au bout de la démonstration, mais pas parce que le principe est mauvais, je pense, parce que, comme toute opération expérimentale, on paye tous un petit peu les pots cassés. C'est pas facile à mettre au point. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions et nous arrivons déjà, malheureusement, au terme de cette session. Merci beaucoup, Monsieur Housset, pour cette présentation. Merci, Monsieur Caxa. Merci à tous les participants également. On peut retrouver cette session en replay. Et là, bien entendu, je vous donne rendez-vous sur les sites, donc le site des GRU 2021, où vous pouvez retrouver nombre de nos intervenants autour de, pourquoi pas, d'un café virtuel et beaucoup aussi d'informations, de débats, d'ateliers et de retours d'expérience. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite donc à tous une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça a été, Madame Delmotte? Très bien. Désolée pour ce petit incident technique, mais bon, mais c'était très très bien. Merci vraiment. Je pense que c'est chez moi que la connexion n'est pas toujours bonne, ça arrive de. D'accord. Très bien. Écoutez, encore un grand merci à vous, Monsieur Housset. Merci, à vous aussi et bonne journée. De même. Bonne journée. Au revoir.